Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Pas de rotation pendant 10 jours pour l'Express des Îles. Les 2 navires du transporteur maritime sont à l'arrêt. Impossible donc d'emprunter la compagnie pour se rendre en Guadeloupe, à la Dominique ou à Sainte-Lucie. Un véritable casse-tête pour les usagers. Dans ce journal aussi, valoriser les déchets du BTP. C'est l'objectif des rendez-vous du réemploi. Les professionnels du secteur se retrouvent pendant 3 jours afin d'échanger autour des pratiques d'économie circulaire. Enfin, Fabien Mercadal prend ses marques. L'ancien coach du Stade Malherbe de Caen est le nouveau sélectionneur des Matinino. Il a été présenté ce matin avec son staff technique dans les locaux de la Ligue de football de Martinique. Coup dur pour l'Express des Îles et ses passagers. Son navire affrété pour la ligne internationale, le Pearl Express, est à l'arrêt à cause d'une panne moteur. Toutes les rotations vers la Guadeloupe, la Dominique et Sainte-Lucie sont suspendues au moins jusqu'au 11 octobre. Comment gérer cette situation? Élément de réponse avec Ryan Anias. Pas un bateau à quai, pas un passager à l'horizon. L'Express des Îles traverse la plus grosse tempête de sa saison, sans même quitter la mer. Le bateau opérant les rotations entre notre territoire, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et la Dominique est immobilisé. La cause, une panne moteur qui stoppe totalement l'activité du terminal et le deuxième navire de la compagnie est actuellement en révision. Les seuls voyageurs rencontrés sur place n'ont pas été prévenus et se sont déplacés suite à des publications sur Internet. Les lignes sont fermées jusqu'au 11 octobre, mais ils ne proposent pas de solution pour les gens qui sont sur place. Voilà. Et donc, on venait pour voir si c'était possible de trouver une solution, parce que forcément, on ne sait pas s'il y a d'autres bateaux possibles. Donc voilà. Et là, on nous a dit qu'on devait envoyer un mail pour avoir un remboursement. Mais voilà, pour le moment, on ne sait pas comment on va faire pour aller jusqu'à Sainte-Lucie. Donc voilà un peu notre matinée, quoi. Un terminal complètement désert et une incertitude qui règne chez les passagers ayant déjà réservé. Pour le moment, seul un coupon est remis aux usagers, mais aucune information n'est transmise. Un casse-tête pour ceux qui ont déjà planifié leur voyage. En fait, on a une réservation à Sainte-Lucie au niveau logement et voiture, mais on n'en a plus ici en Martinique, donc le but ce serait d'arriver à Sainte-Lucie, on ne sait pas encore comment, etc. Donc en difficulté du fait qu'on a déjà payé le bateau ici pour aller à Sainte-Lucie, mais qu'on n'a pas d'autre solution pour y aller pour l'instant. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris d'annulation parce qu'on ne pensait pas qu'il pouvait arriver ça. Mais du coup, voilà, pour le moment, on est sans solution. Mais après, ça ne nous met pas non plus en énorme difficulté. Mais c'est vrai que c'est ennuyant, quoi. La question des ressortissants de Sainte-Lucie et de la Dominique se pose également. Les voyageurs venant de ces territoires peuvent aussi se retrouver en difficulté suite à la réglementation en vigueur. Contactée dans la journée, l'entreprise en charge des traversées n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le collectif Liennage Poudépelier Matinique fait le point sur le scandale du chlordécone. Les 22 et 23 septembre derniers, les parties civiles ont tenté de faire annuler le non-lieu dans cette affaire. Une audience à huis clos durant laquelle une douzaine d'avocats de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Paris ont remis en question l'argument de la prescription ou encore celui de l'absence de connaissances sur la dangerosité du produit. Voyez le reportage de Diana François-Eudoxie. Après une plainte initiale datant de 19 ans, les 22 et 23 septembre dernier, à la Cour d'appel de Paris, c'est la première fois qu'une douzaine d'avocats de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Paris plaident afin d'annuler l'ordonnance de non-lieu et réouvrir l'enquête de l'empoisonnement au chlordécone. Nous avons ici démontré que la prescription ne pouvait pas être retenue dans ce dossier. Non seulement parce qu'il y a eu plusieurs événements dans ce dossier, qu'il y a eu notamment des documents perdus. Enfin, il y a eu des événements qui peuvent justifier que la prescription n'est pas encore, ne peut pas être prononcée aujourd'hui. Les Martiniquais et les Guadeloupéens subissent encore aujourd'hui les conséquences du chlordécone. Donc c'est notre raison pour démontrer qu'il n'y a pas de prescription. Et puis l'autre argument, c'est de dire qu'il n'y avait personne à poursuivre. Mais bon, ça c'est encore un autre argument qui, à notre sens, ne tient pas la route. Un document du ministère du Travail datant de 1988 a également été mis en avant. Il permet de réfuter la thèse de l'ignorance de la dangerosité du chlordécone à l'époque. Le ministère du Travail, par circulaire, recommandait aux employeurs dont les salariés utilisaient des pesticides, dont ceux-là, le chlordécone, de prendre des précautions d'usage.
La question qui se pose, c'est que la thèse qui est développée aujourd'hui par le parquet et aussi par ceux qui ont utilisé le chlordécone, c'est qu'ils ne savaient pas. Le dernier rapport de l'ONU sur la question des droits de l'homme apporterait aussi des outils qui pourraient servir aux avocats. Des éléments qui nous laissent à penser que dès lors qu'on a la volonté de mettre en avant la santé des personnes, la santé des individus, l'intérêt public, on peut aller jusqu'à légiférer et revoir les lois qui régissent les délais de prescription. Ce document vient nous dire que nous avions eu jusque-là raison de sortir de nos eaux Martinique-Guadeloupe, d'aller plus loin. Le collectif d'associations Lionnage Poudé-Polier Martinique fait notamment appel à la solidarité des Martiniquais afin de subvenir aux besoins financiers de ces procédures judiciaires. Les choses sont dépaysées en France, donc il faut que les avocats se déplacent. Et si on veut faire des actions sur place en France, il faut aussi se déplacer. Bon, maintenant, l'État, considérant qu'il n'est pas satisfait d'une décision de la Cour d'appel du tribunal administratif de Paris, eh bien, met l'affaire devant le Conseil d'État. Bon, le Conseil d'État, c'est d'autres frais, c'est d'autres avocats, donc il faut compter des dizaines de milliers d'euros. Un concert solidaire sera d'ailleurs organisé le 15 octobre prochain afin de récolter des fonds pour financer les frais judiciaires engagés dans le dossier de l'empoisonnement au chlordécone. Il y a des artistes, il est important de le dire, qui, engagés et sensibles à la cause, ont accepté, de but en blanc, de participer, de nous assurer des prestations en live, sur scène, et ce, gracieusement. Des artistes et des associations qui s'activent avant le délibéré de la demande d'annulation de l'ordonnance de non-lieu qui se tiendra en mars 2026. À la une aussi de l'actualité, une nouvelle journée de grève nationale est attendue demain. Chez nous aussi, les syndicats appellent à la mobilisation. C'est le cas notamment du SNES-FSU dont nous recevons ce soir la co-secrétaire académique. Valérie Vertal-Loriot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, grève nationale demain, suivie localement. Vous, au SNES-FSU, vous appelez également à la mobilisation sur différents sujets. Le budget 2026 qui n'a pas encore été annoncé, mais également des problèmes de sécurité. La rentrée a été marquée par de nombreux actes de violence, que ce soit chez nous, mais aussi dans l'Hexagone. Qu'attendez-vous de la mobilisation de demain ? Vous savez, on a déjà beaucoup mobilisé à ce mois de septembre. Pendant ce mois de septembre, c'est toujours assez compliqué, puisque c'est une journée de plus. On n'avait pas appelé au 10, mais il y avait quand même beaucoup de collègues qui étaient dans les rangs. Le 18 a été plutôt, en tout cas dans le second degré, on avait à peu près 40% de grévistes. Et on attend quand même que demain, les collègues comprennent l'importance de se mobiliser, parce qu'on a tout un ensemble de sujets. Naturellement, vous avez parlé du budget. Oui, le budget de l'éducation nationale ne semble pas être la priorité du ministère. En tout cas, pour l'instant, on n'a qu'un Premier ministre, mais enfin, on va voir ce qu'il va nous présenter, en sachant qu'il a déjà fait un courrier aux organisations syndicales, que j'étais en train de lire cet après-midi, et dans lequel, à aucun moment, la fonction publique n'est citée. Donc ça nous donne déjà une première idée. Et puis il y a bien évidemment les phénomènes de violence, on l'a vu à Saint-Joseph, c'est des choses qui sont de plus en plus difficiles dans nos établissements scolaires. Il y a beaucoup de violence dans nos établissements scolaires et de plus en plus les collègues, ils ont peur de ce qui peut se passer. Et puis, bien sûr, il y a tout un ensemble de sujets qui sont propres à l'éducation nationale, comme le PLE, le projet local d'évaluation, tout un ensemble de choses qui sont prévues sans ministre, avec ministre, on ne sait même plus, qui nous posent un certain nombre de problèmes. Et puis, le sujet qui est très important aussi pour nous, et notamment en Martinique, c'est les 40%, puisque vous savez que désormais, quand on sera en congé maladie, une partie des 40% nous sera enlevée, ce qui est quand même purement et simplement scandaleux. Quand on est malade, c'est qu'on a un certain âge et que souvent, pas seulement qu'on a un certain âge, on peut être malade jeune aussi, mais si on ajoute aux problèmes de santé des problèmes financiers, c'est un scandale. Alors pour revenir déjà sur les violences, puisque ça a beaucoup marqué forcément l'opinion publique, avec notamment cette directrice d'établissement qui a été agressée en tout début d'année par un élève. On parlait du budget. Ces soucis de violence sont-ils liés à un manque de moyens dans l'éducation nationale ? Alors déjà, il y a un problème de moyens dans l'éducation nationale, notamment en vie scolaire, puisque vous savez aussi que les premières personnes qui sont touchées qui
qui échangent le plus facilement avec les élèves, ce sont les AED, ceux que l'on appelait avant les surveillants. Donc, bien évidemment qu'il manque de personnel dans les établissements scolaires. Il manque aussi des personnes pour pouvoir surveiller les entrées et les sorties des établissements scolaires. Et ça, c'est du domaine de la CTM. Et puis, c'est inadmissible qu'on ne puisse pas avoir un véritable suivi des dossiers des élèves. Et là, il y a une espèce de grand secret que cultive l'éducation nationale et qui n'est pas acceptable parce que nous, qui sommes face à des élèves, les AED, mais aussi les enseignants, doivent savoir à qui ils ont affaire pour pouvoir avoir un comportement. La violence, on ne la retrouve pas que dans les établissements scolaires, elle est quotidienne dans tous les espaces de notre société, de plus en plus malheureusement. Comment faire pour que cette violence ne s'invite pas derrière les barrières de nos collèges, de nos lycées ? La violence est sociétale, vous l'avez dit, c'est l'ensemble de la société, et particulièrement de la société martiniquaise qui est touchée par des phénomènes de violence. Aujourd'hui, il faut aussi beaucoup de prévention. Et la prévention, ça passe par l'éducation. Et j'ai tendance à croire aussi que la prévention, ça passe par la culture. Concernant le budget, donc, qui n'est toujours pas annoncé par le Premier ministre, derrière cela, ça explique également qu'il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale en fonction. On a un ministre démissionnaire, comme pour tous les ministères, naturellement. Au niveau des différentes actions que l'éducation nationale pourrait mener, est-ce que cela bloque finalement? Est-ce que le travail se fait normalement? C'est inquiétant qu'il n'y ait pas de ministre de l'Éducation nationale. En à peine 3 ans, on en a eu 6 ou 7 ministres de l'Éducation nationale. Ça nous montre bien quel est l'intérêt qui est porté à l'Éducation nationale par l'État. Oui, c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté. C'est un métier de plus en plus qui n'attire plus. Vous savez que beaucoup de postes au concours ne sont pas pourvus. Je crois qu'il faut aussi agir sur les conditions de travail, mais il faut agir aussi sur les salaires. Et le SNES ne cesse de dire, et la FSU ne cesse de dire qu'il faut agir sur les salaires. C'est de notoriété publique aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes les enseignants les moins payés de l'OCDE, parmi les moins payés de l'OCDE. Aujourd'hui, il faut agir sur ça pour aussi attirer des personnes pour pouvoir travailler face à nos élèves. Et puis, il faut investir aussi dans la formation des enseignants, parce que c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Donc demain, appel à la mobilisation. Où? À quelle heure? Alors, nous, on appelle de manière... On le fait de temps en temps. On demande à nos collègues de venir au siège du SNES pour pouvoir échanger. On a une conférence de presse aussi qu'on organise. Et puis, il y aura aussi les collègues du supérieur, parce qu'il y a des problèmes à l'université avec ces problèmes de formation qui sont supprimés. Et ça, on aura des représentants du supérieur qui vont vous expliquer précisément ce qu'il se passe et surtout la réponse assez scandaleuse qu'ils ont reçue de la part de l'université, en tout cas. Bien, merci beaucoup Valérie Vertal-Loriot. On l'a compris, demain, mobilisation, appel à la mobilisation, en tout cas du côté du SNES-FSU, pour parler notamment du budget, des problèmes de violence et bien d'autres que vous avez cités ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. On poursuit avec les rendez-vous du réemploi co-organisés par l'association Entreprises Environnement et Agir. Ces journées visent à développer les pratiques d'économie circulaire et plus spécifiquement celle du réemploi des matériaux dans le secteur de la construction. Plus de 120 participants sont attendus jusqu'au 3 octobre. Le reportage d'Hélène Sirignac. Ici, pendant 3 jours, des conférences, des tables rondes, des ateliers, les acteurs de la construction sont invités à échanger. L'objectif, favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur de la construction. Il y a déjà un réemploi qui se fait aujourd'hui à travers des synergies, mais pour changer d'échelle et avoir des synergies qui se fassent de chantier à chantier, par exemple, il faudrait des conditions qui sont déjà purement matérielles, du foncier, c'est-à-dire des espaces, où peuvent intervenir des acteurs qui pourraient faire du reconditionnement de matériaux de construction, de la formation d'acteurs sur la dépose soignée de matériaux, et puis évidemment un accompagnement de ces acteurs pour qu'il y ait un maillage territorial qui se fasse. Des entreprises de BTP, des architectes, des bailleurs sociaux, des fédérations et syndicats, des gestionnaires de déchets, mais aussi des acteurs de la déconstruction et démolition sont invités à partager leur retour d'expérience. Les problèmes assurantiels, ça peut être aussi les problèmes financiers, parce que aujourd'hui, des fois, un bâtiment va coûter moins cher à la démolition et à la reconstruction à neuf qu'au réemploi via des dépôts soignés. Enfin, il faut un certain niveau de connaissance, il faut que les entreprises soient sensibilisées et aptes à pouvoir
stocker du coup les matériaux réemployés. Aujourd'hui, seulement 24% des déchets issus du secteur du BTP sont valorisés. Les initiatives visant à booster le tri sur les chantiers, le recyclage s'intensifie, mais de nombreux freins sont encore présents. Avant, vous savez, on venait avec un engin, on cassait tout, et puis ça partait en benne ou pour certains carrément dans la nature, hein, on ne va pas se le cacher. Et voilà, aujourd'hui, pour pouvoir faire du recyclage et plus particulièrement du réemploi, il faut de la main-d'œuvre supplémentaire, il faut des délais supplémentaires. Et il est vrai que les marchés, notamment publics, hein, n'intègrent pas encore ces contraintes. En Martinique, le secteur du bâtiment représente 265 000 tonnes de déchets générés annuellement. Gilet automatique avec harnais et capuche anti-refroidissement, balises manuelles de géolocalisation ou encore lampes de signalisation. 150 kits de sécurité ont été remis par la CTM et le collectif Pêche Martinique aux marins pêcheurs de l'île. Avec ce programme, la collectivité et le COPEM souhaitent encourager la professionnalisation du secteur. Les kits d'une valeur de 800 € reviennent à 100 € aux pêcheurs. Les détails recueillis par Hélène Sérignac. Ces kits permettent de sauver des vies. Un pêcheur qui tombe à l'eau, aujourd'hui, devra attendre très très longtemps l'arrivée des secours. Et l'avantage de ce kit-là, c'est qu'il permet de transmettre l'alerte directement au service de la direction de la mer et notamment au CROSS et de déclencher immédiatement les secours sans attendre qu'il y ait une inquiétude, que les pêcheurs cherchent eux-mêmes leurs collègues, etc. Donc ça permet de lancer les secours beaucoup plus rapidement, au bon endroit et de lancer une alerte immédiate. Profitons-en, la collectivité nous accompagne. Donc c'est déjà bien, on le remercie. Donc montrons qu'on a besoin de cette aide, on a besoin de ces kits. Il reste encore des kits, donc vous pouvez passer encore commande. Il y a un lien, c'est très facile à passer la commande, c'est que 100 € que le marin doit porter. Et puis ceux qui ont déjà le kit, portez-le sur vous. Ça va sauver des vies, ça a déjà sauvé des vies. Donc sans marin, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de production. Les marins pêcheurs qui seront particulièrement sensibles et attentifs aux prévisions météo. La Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des averses pourraient intervenir demain matin sur la moitié nord de l'île et le littoral caraïbe. Une situation provoquée par la panne d'Alizé. En football, le nouveau sélectionneur de la Martinique se nomme Fabien Mercadal. Le technicien a été présenté ce matin par la Ligue, ancien entraîneur du Paris FC et du Stade Malherbe de Caen. Il prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Sa mission, qualifier les Matininots pour la Gold Cup 2027 et maintenir la sélection en Ligue A de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Les précisions face à la caméra de Ryan Aneas. Ouais, j'ai déjà bossé hors terrain. Parce que c'est nécessaire aujourd'hui, on doit préparer le hors-terrain. J'ai hâte d'être sur la séance ce soir alors que je vais laisser en partie à mon staff parce que je veux pouvoir observer les joueurs que je connais pas sauf de nom. Voilà, j'ai entendu parler de Ardennes, de tous ces joueurs-là. Mais je veux me faire mon avis et du coup je vais prendre un peu de recul, faire une causerie à ces joueurs-là aussi, évidemment. De l'engagement, de la fraîcheur, de la passion. Voilà, moi c'est ça pour moi le foot. Tout le reste c'est... J'ai eu dans ma carrière des passages où j'étais dans des clubs, des gros clubs, des clubs de Ligue 1 et j'ai parfois entraîné des millionnaires qui n'avaient plus envie de jouer au foot. Aujourd'hui, je préfère entraîner un garçon qui n'est pas millionnaire mais qui a envie de jouer au foot qu'un millionnaire qui a été bon avant mais qui n'a plus envie de jouer au foot. En clair, ce qui a été fait avant, moi je m'en fiche. Moi, ce que j'ai envie c'est de voir maintenant et voilà, j'ai envie de... Voilà, j'ai un joueur que j'ai lancé sur chez nous, là, c'est le petit Ilan Kebal qui joue au Paris FC maintenant. Là. C'est un joueur qui est passé entre les gouttes. Voilà, il ne plaisait pas trop par rapport à son profil. C'est un petit gabarit. Voilà, j'ai envie de trouver ces joueurs-là parce que c'est ça qui me passionne. C'est toujours prétentieux de dire je vais mettre en place ci et ça, mais moi, ce que je veux tenter de faire, c'est de valoriser les individualités, donc les particularités des individualités par le collectif. Demain, si j'ai un joueur, un attaquant de profondeur, je vais essayer de mettre en place un jeu qui va lui permettre de briller. Voilà, essayer de faire coïncider tout ça. Donc c'est ça que vous allez voir, j'espère. Ça veut dire qu'on aura réussi à bien travailler. Et puis après, des joueurs qui ne trichent pas, ça c'est la base parce qu'on ne peut pas se permettre de porter le maillot d'un club et de tricher, mais on peut encore moins se permettre de porter le maillot d'une sélection, de la sélection martiniquaise et de tricher.
Ce mercredi 1er octobre marque aussi le début du mois du créole. Plusieurs ateliers culturels et scientifiques ont été organisés par la CTM au musée du Père Pinchon. Archéologie et peuplement précolombien à la Martinique, confection de bâtons de cacao ou encore découverte des raies et requins des Antilles. Diana François-Doxy. Je suis en train de construire un village Kalinago. J'ai retenu que au milieu ça s'appelait le quartier central et que c'était là où il y avait des réunions et que dans les maisons il peut habiter une famille de 8 personnes et que ils dormaient dans des hamacs. Je suis en train de chercher avec des petites cartes l'île, le nom des communes de la Martinique. On n'y retrouve pas beaucoup, mais là, des fois les monuments me disent quelque chose, mais par exemple le Lorrain et Vivet, je connais pas. Ils apprennent à connaître les différentes variétés de cacao qu'on a. Il faut déjà expliquer depuis la cueillette d'une cabosse jusqu'au séchage, puisqu'il y a plein d'étapes à respecter. Et puis après, j'explique la torréfaction, la décortication et ensuite le passage au moulin pour faire le cacao. Sinon, c'est très important de transmettre notre patrimoine aux plus jeunes. Là pour présenter les différentes espèces de raies de requins que nous trouvons en Martinique, donc les caractéristiques de ces animaux, qu'est-ce qui en fait des animaux particuliers, donc comment on différencie les espèces, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, pourquoi ils sont importants, parce que c'est des animaux qui ont un rôle important à jouer dans nos écosystèmes marins, aussi pour un peu combattre la mauvaise presse qu'ils ont, parce que souvent les gens en ont peur, pas forcément à bon escient. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Pas de rotation pendant au moins 10 jours pour l'Express des Îles. Les 2 navires de la compagnie sont à l'arrêt. Casse-tête logistique pour la compagnie et situation très délicate pour certains passagers. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.